Bien, il est 11 heures, on va commencer. Donc bonjour, je me présente Samuel Rialan, je travaille à Atlan-Bois, qui est l'association de la filière forêt-bois en Pays de la Loire, interprofession régionale. Je vais vous présenter rapidement l'objectif de la matinée, mais d'abord présenter le... Oui, merci pour la diapo. Donc je ne vais pas revenir forcément sur le concept Energy Sprong parce que beaucoup d'entre nous ont déjà eu beaucoup de présentations sur ce sujet. Je vais vous présenter plutôt l'initiation de ce club réhabilitation qui travaille donc sur Energy Sprong en Pays de la Loire, qui a été monté en fait suite à une initiative de l'Union sociale pour l'habitat qui vise à appliquer la démarche Energy Sprong à plusieurs milliers de logements en Pays de la Loire. Devant l'ampleur du projet, nos trois associations, donc Nova Build, qui est le cluster de l'éco-construction en Pays de la Loire, Atlanson, qui est l'association interprofessionnelle du solaire, de l'énergie solaire en Pays de la Loire, et Atlan-Bois, ont décidé de se réunir pour créer en fait un lieu d'échange pour préparer les entreprises régionales et notamment les PME à l'arrivée de ce marché potentiel important de rénovation énergétique à énergie zéro. Donc le but c'est de faire monter en compétence en parallèle les acteurs professionnels et en parallèle de la création d'une centrale d'achat par les bailleurs sociaux de l'Union sociale pour l'habitat des Pays de la Loire. Donc aujourd'hui, on a à peu près une petite actualité sur alors j'accepte les gens qui viennent, mais peut-être que quelqu'un d'autre le fait. Bah non, vous pouvez le... Oui, on le fait également. Oui, c'est bon. D'accord, excusez-moi. Parce que... Donc on a une douzaine de bailleurs qui se sont réunis pour créer une centrale d'achat qui ont un potentiel de l'ordre de 10 à 12 000 logements qui seraient adaptés à des rénovations dans le cahier des charges Energy Sprong. Il y en aurait une première vague de 1800 logements qui serait lancée. Alors, on avait des annonces pour que ça soit lancé en mai-juin, mais vous comprenez bien que peut-être ça sera un tout petit peu décalé à l'été. Voilà. Donc, on aura des précisions courant mai sur le lancement de cette consultation, qui comprendrait 4 ou 5 lots sur la région Pays de Loire et peut-être limitrophe avec la Bretagne qui est à l'étude. Voilà, et donc nous avons travaillé aujourd'hui pour participer à ce club réhabilitation. Les conditions sont, pour les Pays de la Loire, en tout cas pour ce qu'on a initié en Pays de la Loire, c'est d'être adhérent d'un des trois clusters ou associations. Et puis, on demandait la signature d'un engagement, un peu symbolique, mais pour qu'il y ait une charte de bonne pratique, pour pouvoir utiliser les outils, notamment la plateforme de travail sur lesquels sont les comptes rendus, les exposés, des ressources sur Energy Sprong et sur la réhabilitation Pays de Loire. Nous avons déjà eu plusieurs réunions physiques. Donc l'an dernier, en mai et juillet, plutôt des réunions d'information sur Energy Sprong, sur le projet de l'Union sociale pour l'habitat, et puis qui a abouti à la création de ce club qui est club réhabilitation Energy Sprong. Alors on l'appelait réhabilitation avant tout parce qu'on se dit que peut-être ça peut être l'occasion pour les acteurs des Pays de la Loire de travailler aussi sur d'autres sujets liés à la réhabilitation, pas seulement le projet Energy Sprong de l'USH. Pour l'instant, c'est ce projet qui occupe à 100% le club réhabilitation, mais peut-être qu'un jour on travaillera sur la maison individuelle ou sur d'autres sujets, les bâtiments publics, la surélévation, je ne sais quoi. Alors nous avons déjà travaillé sur le montage de groupement en octobre, sur les conditions de réussite d'une démarche Energy Sprong en Pays de Loire en décembre. Nous avons réuni 2 ateliers en février qui étaient comment répondre à un marché public global de performance et un retour d'expérience sur comment atteindre les objectifs de performance. Donc aujourd'hui, il s'agira de parler de standardisation, d'industrialisation de la construction et de la réhabilitation plus particulièrement,
avec donc Dominique Renard-Brasi, donc d'Afleia, qui se présentera un peu plus en détail tout à l'heure, et Pascal Chazal de Patch Conseil. Donc, ce seront nos intervenants de cette matinée. Et j'évoque juste les futures thématiques. Donc la deuxième partie de cet atelier sur l'industrialisation, la standardisation, la préfabrication aura lieu le 29 avril, vous avez sans doute eu l'information, à 14 h. Et puis vous pouvez d'ores et déjà noter que le 13 mai, nous aurons une réunion, alors sans doute virtuelle encore une fois, étant donné les circonstances, sur l'exploitation maintenance. Donc voilà pour les informations générales. Et nous espérons pouvoir faire une rencontre avant le lancement de la consultation régionale. Nous espérons pouvoir faire une rencontre de synthèse globale de nos ateliers, en parlant de garantie de performance, d'outils numériques, et puis un peu plus largement des différents sujets qui ont été abordés. Donc peut-être en juin si on peut se réunir. Voilà, donc j'ai déjà été un petit peu long. Je vais laisser la parole à Dominique, il me semble. Je vous laisse lancer votre... Donc merci à tous. Et donc je gérerai les questions que vous pouvez poser par chat. Au fur et à mesure, je les poserai à nos intervenants. Merci. Donc effectivement, avec Pascal, on va vous présenter sur la standardisation et l'industrialisation, en fait des notions et des illustrations pour alimenter vos réflexions sur le sujet. Alors, pour me présenter rapidement, moi je suis un ingénieur avec un double parcours. J'ai fait une partie dans l'industrie automobile chez Renault et puis une partie dans la construction chez Nexity et Geoxia, et je suis vraiment passionnée par l'industrialisation de la construction et j'ai rejoint d'ailleurs le secteur de la construction pour participer à cette transformation. Donc je mène actuellement un projet entrepreneurial à Fleia pour réduire les déchets dans la construction et en complément j'ai des missions de consulting sur les sujets d'industrialisation et de digitalisation. Et je suis d'ailleurs impliquée dans le projet Énergie Sprong, puisque j'ai animé avec Pascal des séances de formation aux fondamentaux du Lean Management. Et puis, je suis support aussi méthodologique d'IFME à la société Tecoff qui travaille sur un projet Villogia. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de plusieurs parties à cette présentation. L'enjeu du programme Énergie Sprong, c'est vraiment de réussir à massifier et accélérer la rénovation thermique en France. Et pour ça, en fait, il faut impérativement réussir deux choses, réduire les coûts et réduire les délais de mise en œuvre des solutions. Et un des leviers principaux de la réussite d'un tel projet, ça va être la capacité à standardiser une partie de l'offre et à l'industrialiser. Sauf que, en fait, le premier réflexe que l'on a généralement, c'est de se dire que la standardisation sur un marché aussi diversifié, c'est pas possible, parce que le standard sur les grandes séries, le standard c'est plutôt adapté aux grandes séries. Et puis, c'est parfois vu aussi comme une contrainte qui va gêner le travail d'optimisation et d'adaptation aux spécificités des différents chantiers. Alors, je voudrais partager avec vous dans une première partie une autre vision en fait, du standard et de la standardisation et de l'industrialisation pour que le standard devienne un allié dans votre mission de rénovation énergétique et particulièrement Énergie Sprong. Alors, je vous propose tout d'abord quelques illustrations de l'efficacité et de l'utilité du standard pour développer à la fois créativité et performance. Alors, Mozart est le standard. Mozart, il n'a pas inventé le solfège, il l'a appris et il l'a utilisé ensuite pour composer ses œuvres. Et le manque de créativité, c'est certainement pas ce qui vient à l'esprit quand on pense à Mozart. En fait, Mozart, il a optimisé son temps, il a maximisé son talent en utilisant un standard qui existait, qui est le solfège. Le deuxième exemple, au service du standard, au service de la créativité, c'est les briques Lego. Ça se décline en quelques standards de taille, quelques standards de couleur, et puis avec ces différents éléments, vous pouvez ensuite créer à l'infini. Alors, plus proche du bâtiment, on nous a partagé récemment cet exemple
qui est fabuleux. Qui imaginerait que ce bâtiment a été conçu avec un seul et unique modèle de fenêtre? Donc là, c'est vraiment l'utilisation du standard et c'est extrêmement créatif. Alors, on a vu des exemples là plutôt produits et je voulais partager avec vous un exemple de standardisation maintenant processus. Alors, en haut, vous aurez un passage au stand en Formule 1 en 81 et en bas, le même en 2019. Je vous laisse regarder. Bon, en bas, c'est fini. En haut, ça continue. Vous voyez qu'il tape dans la roue là. Voilà, c'est fini. Donc en haut, 23 secondes, en bas, 3 secondes, et la haute définition et précision du process et sa répétabilité permettent des performances que l'on pensait impossibles en 81. Et ça peut changer le cours d'une course. En fait, par ces différents exemples, j'espère en fait avoir bousculé peut-être des idées reçues sur le standard. Le standard, c'est pas une norme ou une procédure qui indique ce qu'il faut faire dans une situation donnée. Il faut le voir comme un point d'ancrage qui permet de sécuriser la satisfaction du client et de continuer à progresser. En fait, le standard, il nous dit ce dont nous avons besoin pour faire le travail correctement dès la première fois. Il est là pour faire gagner de l'argent et du temps parce qu'il va nous permettre en fait de mettre notre intelligence au bon endroit et sur les bons sujets. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs, il faut changer de standard. Et le standard n'est pas figé, il est dynamique, il faut le voir comme un synonyme d'agilité et de performance. Chaque progrès peut faire évoluer le standard. Et si on reprend par exemple l'exemple du solfège qui a été inventé au XIe siècle pour faciliter l'enseignement du chant aux moines, il a su évoluer jusqu'à même intégrer récemment les quarts de ton des musiques du monde entier. Alors ces exemples-là, je vous propose en fait de les utiliser pour aller au-delà et aider à travers cette modélisation de la standardisation à travailler le sujet de la standardisation dans vos offres. Donc cette modélisation de la standardisation, elle est sur deux axes. L'axe horizontal, vous avez représente le niveau de standardisation ou de personnalisation du produit. Donc plus vous êtes à gauche, plus l'image du produit est standard, et plus vous êtes à droite, plus l'image du produit, la perception du produit est personnalisée, adaptée sur mesure. Donc ça, c'est l'axe horizontal, c'est le produit. Et puis en vertical, vous avez justement ce qu'on vient de voir dans le dernier exemple, le processus, les opérations. Donc vous avez un processus standardisé en haut qui est potentiellement d'ailleurs automatisable une fois qu'il est standardisé. Et puis en bas, vous avez un processus, des opérations qui sont adaptées, on pense plutôt à l'artisanat. Donc ça forme 4 cadrans. Le premier, c'est le produit standard grande consommation, c'est-à-dire un produit standard avec des opérations, un processus très standardisé. C'est les produits de grande consommation. J'ai pris l'exemple du stylo Bic. Et puis à l'inverse, quand vous avez une image du produit très personnalisée et puis un processus très personnalisé, vous êtes dans la personnalisation pure. Là, j'ai pris l'exemple d'une commode, mais ça pourrait être l'exemple de la maison d'architecte. Et puis, vous avez dans ce cadran-là, c'est-à-dire un produit qui a une image standardisée, mais dont les processus, les opérations sont finalement personnalisées. Vous êtes dans l'artisanat, ce qu'on appelle l'artisanat à grande échelle, et l'exemple typiquement que l'on peut trouver, c'est la baguette dans cet exemple. En construction, j'avais pensé peut-être à ce que les pavillonneurs peuvent proposer, pouvaient proposer il y a quelque temps, puisque maintenant ils ont un peu évolué dans leur métier. Et puis le cadran le plus intéressant, en fait,
Et c'est là qu'évolue toute l'industrie moderne. C'est le cadran 2, où vous avez une image de produit qui est personnalisée, personnalisable, adaptable. Et là, en fait, vous avez des opérations qui sont relativement standardisées. Et c'est ce qu'on appelle la personnalisation de masse. Et c'est vraiment, en fait, toute la recherche de l'industrie moderne, c'est comment allier, en fait, standardisation avec standardisation des opérations, avec qui sont synonymes d'économie, avec une image de produit adaptable, customisable et personnalisable. Donc les voitures, typiquement, hein, on voit se développer des configurateurs. J'ai mis même un exemple de M&M's que vous pouvez customiser avec vos prénoms. Donc rien n'échappe en fait à cette tendance moderne de l'industrie. Et ce qu'on voulait partager avec vous, c'est que c'est vraiment cet enjeu-là de la standardisation de masse qui va être stratégique pour le projet Energy Sprong. C'est comment trouver le bon compromis entre personnalisation et performance. Et c'est ce que va développer en fait Pascal dans quelques instants pour le secteur de la construction et de la rénovation. Voilà. J'ai fini pour ma partie. Je passe le relais à Pascal. Pascal, on ne vous entend pas, vous avez votre micro. Hop, ça y est. Tu peux passer la slide suivante, Dominique. Voilà, bonjour à tous. Donc Pascal Chazal. Moi, j'ai donc un passé de constructeur et de fabricant. J'ai donc créé la société Haussabois en 1981 et je l'ai développée pendant une trentaine d'années, donc avec bien sûr la fabrication de maisons à ossature bois. J'ai également créé une société qui s'appelle Aqualogie et qui propose des salles de bain fabriquées en usine, qui ont évolué d'ailleurs vers qu'on peut appeler des modules techniques ou des modules énergie. Alors, je suis vraiment passionné par ce sujet de l'industrialisation de la construction. Et depuis en fait que j'ai cédé l'entreprise Haussabois en 2012, je me suis vraiment intéressé à ce sujet et j'ai, comment dirais-je, beaucoup fait de recherches et rencontré beaucoup de gens qui font de la préfabrication, de l'industrialisation dans le monde entier, essentiellement en Europe. Et je suis arrivé finalement à la conclusion que l'industrialisation de la construction, c'était pas du tout un sujet technique, parce que techniquement, on sait préfabriquer beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est plutôt un problème culturel. Et donc, pour essayer de faire évoluer les choses, en fait, j'ai donc créé le groupe Orsite, qui aujourd'hui s'appuie sur 3 activités. La première, nous sommes éditeurs du magazine Orsite. On est également en train de lancer une école de la construction Orsite qui s'appelle le Campus Orsite, qui est une école en e-learning. Et puis, on a une activité de conseil avec Patch Conseil, où on a accompagné Greenflex sur le concours d'innovation Energy Sprong, par exemple. Voilà donc rapidement présenté, Dominique. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on fait le comparatif entre le monde de l'industrie et puis le monde de la construction, on voit que dans les années 80, la voiture qu'on achetait, c'était la Renault 5. À cette époque, la Renault 5, ça valait 14 mois de salaire. C'était très dépouillé, hein, même le rétroviseur passager, il était en option. 40 ans plus tard, on achète aujourd'hui la petite Clio, qui est juste un objet fantastique, qui a évolué d'une manière prodigieuse par rapport à la Renault 5 et qui a réussi à faire baisser ses coûts pour être plus économique et qui coûte aujourd'hui seulement 10 mois de salaire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les industriels ont véritablement bouleversé leur mode de faire. Ils ont adopté toutes les méthodes de l'industrie, notamment le lean manufacturing, le design for manufacture, etc. Et ils atteignent aujourd'hui une efficience de 85%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 85%? Si on fait le rapport du nombre d'heures payées à un ouvrier au nombre d'heures pour lequel il fait vraiment de la valeur ajoutée, eh bien, il y a 85% d'efficacité pour les meilleures industries. Ça veut dire seulement 15% de pertes.
ils ont réussi, alors la non-qualité, on voit pas le chiffre, mais la non-qualité dans l'industrie, aujourd'hui, c'est de l'ordre de moins de 1%. C'est extrêmement faible. Pendant ce temps, dans le bâtiment, la slide suivante, dans les années 80, un logement, et là on est parti plutôt sur un logement en banlieue pour minimiser l'impact foncier, ça valait 9 années de salaire. C'est 9 années aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'a pas progressé. On a peut-être même fait un peu de marche arrière. Et notre efficience est terrible, c'est 20%. Ça veut dire qu'un ouvrier à qui on va payer 100 euros, finalement, va produire en valeur ajoutée seulement 20 euros. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait tout le reste du temps? En fait, il passe beaucoup de temps à se déplacer pour aller sur le chantier, à se déplacer dans le chantier, à manipuler des objets. Il y a des études qui montrent que les matériaux, par exemple, peuvent être déplacés jusqu'à 8 fois sur un chantier. Ça, c'est pas du tout de la valeur ajoutée. On constate également des coûts de non-qualité très élevés, ça peut aller jusqu'à 30%. Et 30% de coûts de non-qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 30% des matériaux qu'on utilise, qu'on va devoir aller chercher une deuxième fois parce qu'on a cassé, recommencé. Et puis 30% de nos heures qui partent également en fumée. Donc on a des vrais sujets sur l'amélioration de la productivité. Et c'est bien tout le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Donc on vous donne quelques exemples de réalisations qui ont été faites en utilisant le Design for Manufacture dont on parlera tout à l'heure. Donc ici on est en Angleterre, c'est une entreprise qui s'appelle Lengo Rourke, une entreprise générale du monde du béton, qui possède une usine très importante dans laquelle ils ont investi 150 millions de livres. Et qui sont capables de produire des éléments à très forte valeur ajoutée. Donc ici, vous voyez une tour de 41 étages construite à 70% hors site avec des composants. Vous avez des composants de poteaux, vous avez des composants de prémures, vous avez des composants de gaines verticales, de balcons, de salles de bain, vous voyez 499 salles de bain préfabriquées, etc., etc. Et avec tout ça, eh bien, une tour qui ressemble à celle qu'on peut avoir à la Défense et qu'on n'imaginerait pas une minute ayant été préfabriquée dans une usine. Avec bien entendu un avantage considérable en termes de délai, puisque le délai de construction est divisé par 2 par rapport à une construction classique, et également une très grande amélioration de la qualité. Suivant. Un exemple extrême, là c'est de la standardisation poussée jusqu'au bout, c'est le logement vu par Ikea, c'est le fondateur de Ikea qui, il y a une quinzaine d'années, trouvait qu'il y a certaines catégories de familles à qui les promoteurs ne proposaient pas de logement. En tout cas, il n'y avait pas de logement qui était à des prix suffisamment abordables pour que certaines familles puissent accéder à la propriété. Et donc, ils ont finalement décidé de s'atteler à cette tâche et ils ont réussi à proposer des logements qui sont 25% moins chers que tous les concurrents. Alors c'est basé, tu peux y aller Dominique, c'est basé sur vraiment la standardisation maximum. Ils ne proposent que 3 typologies de logements et ces 3 typologies de logements, ils sont capables de les fabriquer avec 5 modules seulement. Donc un T2, un T3, un T4 avec 5 modules seulement. Et on est vraiment dans de la standardisation en tout crin, c'est-à-dire que les clients ne peuvent pas changer quoi que ce soit, ils achètent les logements tels qu'ils sont. Mais à la mode Ikea, les gens ont comment dirais-je, un petit panier d'achat dans les magasins Ikea et ils vont s'approprier leur logement finalement avec la déco, le mobilier. Et quand vous allez visiter les opérations Boklock Ikea, elles sont très très sympas. Il n'y a pas un logement pareil, alors que finalement c'est de l'ultra standardisation. Suivant.
Ici, on est en Angleterre avec Urban Splash qui a une croissance très forte, qui vient d'ailleurs de faire entrer au capital de sa société une société japonaise qui s'appelle Seikusi House, qui ont investi 200 millions de livres chez Urban Splash. Et donc, eux, leur idée, c'est de standardiser également, mais de laisser la possibilité aux gens de s'approprier l'intérieur de leur logement. Donc, on va sur la gauche d'un espace très ouvert jusqu'à sur la droite un espace complètement fermé. Et ça va se réaliser avec le mobilier. Suivant. Ici, on est chez un bailleur social qui s'appelle Swan House, qui est devenu entreprise générale, contractant général il y a une vingtaine d'années, et qui a investi il y a 3 ans maintenant dans sa propre usine pour produire lui-même ses logements à base de construction modulaire en bois, et ils ont développé un configurateur qui leur permet d'aller dialoguer avec les élus, le voisinage pour proposer des opérations immobilières adaptées à leur environnement tout en étant basées sur des standards. Suivant. Voilà, ici on voit dans l'usine et les logements, donc ils font de la maison individuelle et du petit collectif, et ils ont même développé avec Androvo, architecte londonien, un guide à destination de l'ensemble des architectes de conception des opérations Swan House. Suivant. Un cas très intéressant qui est encore une fois en Angleterre. Le gouvernement anglais avait besoin de reconstruire la plupart des écoles en Angleterre qui étaient vétustes, qui étaient surtout plus adaptées aux nouveaux usages. Et donc, ils ont commencé à lancer des accords cadres pour le faire en construction traditionnelle. Et puis, en fait, ils n'arrivaient pas du tout à atteindre les objectifs en termes de coût, en termes de qualité et de délai. Et donc, ils ont décidé de s'orienter très fortement vers la construction hors site modulaire. Et ils ont fait un travail tout à fait remarquable. Ils en sont aujourd'hui au 5e accord cadre. Le dernier en date, c'est 3 milliards de livres pour faire des écoles modulaires hors site. Et vous allez voir, le travail qu'ils ont accompli est très intéressant. En fait, ils se sont vraiment posé la question de qu'est-ce que c'est finalement que le meilleur bâtiment pour faire le meilleur enseignement aujourd'hui et puis dans 10 ans. Et ils se sont intéressés aux usages. Ils ont fait un gros travail avec les enfants, les enseignants, les parents d'élèves, les associations, etc. pour réinventer quelque part les écoles. Ils ont fait une grosse analyse sur les datas de tout ce qui a été construit comme école et ils en ont tiré des enseignements pour mettre au point finalement des composants, ce qu'ils appellent des clusters interconnectables, qui vont pouvoir être fabriqués industriellement de manière efficace. Le suivant. Et en fait, bien sûr, ces clusters interconnectables doivent pouvoir s'adapter à tous les cas de figure. Donc, vous voyez, on a le petit schéma en haut à droite qui montre qu'on est bien dans de la configuration personnalisable, des produits personnalisables et processus personnalisables. Ils ont fait un gros travail avec les industriels pour mettre au point finalement les modules avec lesquels ils sont capables de produire ces clusters. Et le résultat, la suivante, eh bien voilà par exemple un collège pour 500 élèves qui a été construit en 18 semaines sur le chantier. J'ai pas dit 18 mois, j'ai bien dit 18 semaines, avec une qualité absolument incroyable, notamment sur l'enseignement qu'on peut réaliser à l'intérieur. Peut-être qu'en termes d'architecture, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, l'enseignement qu'on peut réaliser dans ces écoles, il est tout à fait prodigieux. Et la moyenne des coûts auxquels ils sont arrivés aujourd'hui, c'est 10% inférieur au coût de construction classique, sans tenir compte de l'avantage délai. Et leur objectif, c'est d'aller jusqu'à 30% d'amélioration par rapport au système classique. Suivant. Et pour cela, ils sont en train de travailler tous ensemble. Ils ont mis au point des groupements de travail avec des organismes de recherche, avec les industriels, avec l'éducation nationale. Et ils sont en train de travailler à la mise au point de systèmes, de technologies qui vont leur permettre d'aller encore plus loin dans la standardisation. Ici, par exemple, ils ont retravaillé sur un système d'assemblage des modules
par un assemblage mécanique pour supprimer finalement l'action de soudure parce que avec le volume qui se développe, eh bien, ils constatent qu'ils ont du mal à recruter des soudeurs, donc ils ont essayé de trouver des solutions pour faire autrement. Et ça leur permet d'améliorer de l'ordre de 25% le coût d'assemblage d'un module. Voilà, donc Dominique, à toi de reprendre la main. Donc là, pour le quart d'heure qui reste, après justement ces généralités sur le standard et puis les illustrations de ce qu'on peut faire sur la personnalisation de masse dans la construction, on voulait sur le dernier quart d'heure partager avec vous sur comment on fait les méthodes pour arriver à faire ça. Donc, moi je vais parler plus généralement de ce qu'on appelle la démarche Design to X, et puis Pascal ensuite fera un petit focus sur le Design to Manufacturing and Assembly, DFMA, particulièrement adapté à la préfabrication et au hors-site. Donc, généralement, en fait, ce Design to X, X, ça peut être la logistique, le coût, en fait, toute autre performance qu'on va cibler par le projet. C'est une démarche de conception qui est largement maintenant répandue dans tous les secteurs industriels. Et c'est une démarche qui trouve ses racines dans le Lean Management, qui est en fait la philosophie industrielle agile par excellence. Alors, c'est une approche qui est non seulement une méthode de travail pour les ingénieurs de conception, mais elle doit être aussi vue comme un outil de gestion qui permet en fait d'intégrer les spécialistes dans le processus de conception, de prendre des décisions de compromis sur les caractéristiques importantes du projet et de conduire les décisions de conception vraiment pour atteindre les objectifs. Donc, on va détailler rapidement en fait les activités clés de cette démarche et puis Pascal zoomera sur ce que peut être finalement le Design to Manufacturing and Assembly, DFMA, qui est une variante du Design to X avec comme objectif la rapidité et la facilité de l'exécution chantier. Alors, le Design to X, tout d'abord, c'est le raisonnement par la valeur. C'est-à-dire que il est important en fait de coller sur ce que veut vraiment le client. Et je vous ai mis là en fait un dessin qui est un dessin du directeur de projet de la Twingo, Yves Dubreuil. Ce dessin date des années 90. Et il avait été, en fait, c'est ce directeur de projet qui était exceptionnel, avait fait ce dessin pour faire comprendre à ses équipes ce qu'était le design to cost et pourquoi effectivement il fallait remettre en cause certaines choses dans la façon de concevoir pour réussir à atteindre l'objectif. La Twingo, c'était vraiment le démarrage du design to cost chez Renault. Donc là, vous avez un camion, il doit passer dans le tunnel dont la hauteur est déterminée par le prix du marché. Et puis, il y a plein de bonnes raisons pour dépasser cette limite. C'est-à-dire qu'il y a toutes les précautions que l'on peut prendre, les sécurités, la belle technique. Alors ça, dans l'automobile, c'était particulièrement le cas. Et puis, la force des habitudes, c'est-à-dire que finalement, on fait et on se remet pas en cause. On se remet pas en cause. Et donc là, vous avez Yves Dubreuil qui dit « Nous devons faire quelque chose ». Et donc, en fait, cette démarche-là, c'est vraiment de comprendre les besoins du client, de les hiérarchiser et de tout le temps se centraliser, se centrer sur ses besoins clients. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, j'avais mené un projet de standardisation des armatures de siège très important sur la Logan, avec des gains économiques vraiment conséquents. Et on a eu tout simplement un refus de la direction de projet qui s'est assis sur l'économie présentée. Et pour une seule raison, c'est que l'espace pour les pieds à l'arrière était insuffisant pour les clients russes qui utilisaient la Logan en hiver avec des grosses bottes. Donc, c'est vraiment se dire, mais que veut le client? Comment j'arrive à le satisfaire? Deuxième pilier de la démarche, c'est une démarche qui est très structurée, qui en fait balance sans cesse créativité et convergence
c'est une démarche collaborative et il est clé en fait de confronter les différentes expertises et compétences dès le démarrage de la phase d'étude pour limiter en fait la taille des boucles itératives que l'on peut avoir quand on fait du design classiquement. Et la base de cette démarche, c'est qu'on va découper le projet en sous-éléments, on va explorer différents scénarios sur les sous-ensembles avec les différentes parties prenantes. Les fournisseurs sont impliqués très tôt et on va converger progressivement par petites boucles vers un système cohérent et performant. Et deuxième pilier très important, il est critique dans cette démarche de repérer très très tôt les leviers économiques qui sont à la disposition des concepteurs et de fixer en fait ces leviers-là qu'au moment où c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire les choix au bon moment et laisser libre en fait quelques options pour pouvoir ajuster au mieux le projet. Donc on va changer les coûts et les solutions en travaillant sur ce qu'on appelle les inducteurs de coûts. Les inducteurs de coûts, c'est ce qui fabrique le coût, c'est-à-dire le nombre d'heures de main-d'œuvre, le poids de la matière, le type de camion pour faire le transport, etc. Et si je vous donne encore un exemple de la Logan, le design en fait a été défini par les presses qui étaient à disposition de notre usine roumaine, et ce qui fait que les premières Logan avaient un haillon assez carré, mais c'était effectivement limité par les types de presse qu'on avait à disposition, et ça a permis de tenir l'objectif économique. Ça a été un arbitrage projet très fort. Et puis dernier volet en fait de la démarche générale du Design to X, en support, il y a une boîte à outils d'outils qui sont disponibles et éprouvés pour aider à prendre les bonnes décisions, pour gérer les risques, pour rendre efficace le pilotage des plans d'action. Là aussi, c'est des standards. On parlait de standards produits et opérations. Là, c'est des standards vraiment d'outils. Et en fait, pourquoi ces outils standards ont été utilisés par Toyota en l'occurrence? C'est parce qu'il ne faut pas gâcher son temps qui est précieux à réinventer des choses qui marchent. Donc, ce qu'on vous propose, donc là, c'était vraiment très rapidement brosser ce qu'est le Design to X dans ses généralités. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un focus avec Pascal sur le DFMA et de montrer quelles applications et quelles illustrations ça peut faire. Donc, à toi, Pascal. Voilà, donc le DFMA, donc Design for Manufacture and Assembly, donc c'est en fait l'assemblage de deux techniques. Design for Manufacture, donc concevoir pour fabriquer, et Design for Assembly, concevoir pour assembler. Et donc on allie les deux, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, mais qui change véritablement la manière de faire que nous pouvons avoir dans le bâtiment. En fait, on va dire si on fait la différence des méthodes dans le bâtiment et dans l'industrie, on va constater que dans le bâtiment, on a d'abord des organisations qui sont segmentées en silos, un petit peu chacun pour soi, alors que dans l'industrie, on a vraiment des organisations collaboratives et tous les services et l'ensemble des acteurs qui vont réaliser un nouveau produit vont travailler ensemble, vraiment de manière concurrente pour faire le meilleur produit. La deuxième chose, c'est que dans le bâtiment, on a tendance à réinventer l'eau chaude un peu tous les matins, alors que dans l'industrie, on a compris ce que voulait dire ce mot standard, que finalement, quand on avait fait quelque chose qui marchait bien, pourquoi pas le réutiliser, et on allait gagner à chaque fois qu'on allait réussir à le faire. Donc la suivante. Donc voilà. Le DFMA, donc la petite phrase de Einstein là, qui est intéressante, le génie c'est de rendre simple ce qui est complexe, et en fait c'est vraiment ça l'objectif du DFMA, c'est en fait l'analyse fonctionnelle d'un produit qu'on va vouloir réaliser, avec des composants de type A qui sont vraiment indispensables au produit et qu'on ne peut pas éliminer, et puis des composants de type B qui peut-être vont pouvoir être éliminés. Et en fait, le travail que l'on va faire, c'est bien sûr, dans un objectif de réduire les coûts et d'améliorer la qualité, c'est chercher à réduire le nombre de pièces et par de la même, réduire également le nombre d'heures de production. Slide suivante.
Voilà deux exemples. Un exemple sur un produit qui est un moteur électrique. Vous voyez sur la gauche, on part d'un truc assez complexe avec 47 composants et des temps de production de 0h22. Et puis, celui à côté, après un travail autour du DFMA, on arrive à seulement 12 composants et un temps de production largement réduit de 0,12 heures. Hein. Je tiens d'ailleurs à rajouter que dans les relations qu'il peut y avoir, et Dominique pourra en parler plus que moi, dans les relations qu'il peut y avoir entre un industriel comme Renault et puis un sous-traitant comme Faurecia ou Valeo, il y a un échange d'une transparence totale sur les coûts et sur les heures. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que coûte une heure, on sait exactement ce que coûte une pièce et on échange ensemble pour être capable de faire le meilleur produit ensemble. Deuxième exemple sur la droite. Oui. Je fais juste effectivement juste une petite aparté. Effectivement, on travaille sur les inducteurs de coûts. Pas sur les prix. Les prix, c'est effectivement un sujet, mais quand on fait ce travail-là, on travaille sur les coûts et sur les inducteurs de coûts. Donc le temps de production, le nombre de le coût matière, etc. C'est ça. Donc exemple sur la droite, c'est dans l'aéronautique pour un hélicoptère. Donc c'est une pièce, je ne sais pas à quoi ça sert, mais avec, vous voyez sur la gauche, 5 pièces de métal, 20 outils, 32 heures de production. Et puis à l'issue d'un travail de DFMA, on arrive à seulement 2 heures de production et 45% des coûts réduits. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors, slide suivante pour se rapprocher un petit peu de notre monde de l'immobilier. Vous avez sans doute entendu parler d'une société américaine qui s'appelle Catera, qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'ils ont levé 1,150 milliard de dollars pour quelque part réinventer l'immobilier. C'est une entreprise complètement intégrée. Ils ont intégré les architectes, les ingénieurs. Ils ont racheté des entreprises de contract en général, ils ont racheté des usines, ils sont en train de créer de nouvelles usines et ils prennent un projet de A jusqu'à Z, ils font la conception et ils le livrent clé en main. Et en fait, ils s'inspirent beaucoup de l'industrie et quelque part, ils nous disent, voilà, on voudrait que tous les produits chez Catera soient des produits comme on le fait dans l'industrie, qui soient sélectionnés en fonction d'un certain nombre de critères. Et par exemple, j'imagine, Dominique, chez Renault, que quand vous choisissiez un tissu pour les sièges de la Logan, eh bien, c'était pas par hasard et ça correspondait à un certain nombre de critères. Catera nous dit, en fait, il faut que ça corresponde à 4 critères et que ces 4 critères marchent en même temps. C'est-à-dire que le produit doit être beau, il doit être design, il doit être fiable pour durer longtemps, il doit être facile à utiliser, donc ergonomique, et en plus il doit être économique. Et ces 4 critères doivent fonctionner en même temps. Et Catera nous dit, eh bien en fait, on a commencé par les robinets, on a fait le tour de la Terre pour chercher des robinets, on n'a jamais trouvé un seul robinet qui corresponde à ces 4 critères en même temps. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a designés, on a fait du DFME et on les fabrique. Voilà donc un exemple qui se rapproche de nous dans le domaine de l'immobilier. Autre exemple, c'est Factory Zero. Donc Factory Zero, c'est une société hollandaise qui s'est intéressée justement au marché Energiesprong pour changer finalement le système énergétique des maisons. Au début, ils ont commencé à installer sur place des systèmes classiques, mais ils ont trouvé ça pas performant, puis ça durait trop longtemps, ça dérangeait les gens, etc. Donc ils ont réfléchi à est-ce qu'on pourrait pas mettre finalement tous ces trucs techniques dans une boîte et puis livrer cette boîte et la raccorder. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire en travaillant sur la réduction des coûts et sur la facilité de maintenance. Slide suivante. Pascal, il vous reste 2-3 minutes, hein, mais je pense que c'est bon. Mais alors on est bon, il reste 2 diapos. Merci à tous. Voilà, donc ici sur la gauche, eh ben, finalement, toutes les pièces qu'on assemble d'habitude sur le chantier pour notre système énergétique. Et puis finalement, Factory Zero a réussi à mettre ça dans un seul module. Vous voyez ici un module qui descend par la toiture. Il y a des modules qui se posent contre le bâtiment. Mais on voit bien qu'on peut atteindre une très très grande efficacité quand on
raisonnent de cette manière-là. Slide suivante. Ici, on est chez RC Panel, c'est toujours un entrepreneur qui travaille pour Energy Sprong aux Pays-Bas, qui a mis au point un système de panneaux de façade qui vont être utilisables aussi bien sur des maisons que sur des façades d'immeubles. Vous voyez, j'aime beaucoup la façade de l'immeuble. C'est un immeuble, je crois, d'une dizaine d'étages et ils vont poser le pignon dans la journée. Vous voyez, ils ont des petites astuces comme changer le sens de la brique au niveau des joints pour faire disparaître le joint. On le fait apparaître pour le faire disparaître et c'est extrêmement efficace. Voilà, donc je suis au bout, ce qui va nous laisser nos 15 minutes de questions. Merci beaucoup pour vos interventions. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions par le chat. J'en ai déjà eu plusieurs. Je voudrais d'abord poser, est-ce que vous pouvez synthétiser peut-être en reprécisant les termes, c'est-à-dire redéfinir peut-être simplement le concept de préfabrication, standardisation et industrialisation. Est-ce que vous pouvez les différencier, les préciser s'il vous plaît? Oui. Alors, on peut tout à fait préfabriquer sans finalement chercher à standardiser et chercher à industrialiser. Et on fait ça très couramment quand on fait par exemple de la construction à ossature bois, c'est souvent ce qu'on fait, on préfabrique, mais on n'a pas cette recherche de standardisation et d'industrialisation. En général, qu'est-ce qui se passe? On arrive à améliorer le délai de la construction, on arrive également à améliorer la qualité, mais ce qu'on n'arrive pas à améliorer, c'est le prix. Donc l'industrialisation n'est possible que si on comprend bien la notion de standardisation. Et c'est cette notion de standardisation couplée à l'industrialisation qu'on va mettre en place derrière qui va nous permettre d'améliorer le prix. Ouais. Dominique, tu es d'accord avec ça? Oui, effectivement. En fait, la standardisation est au service de l'industrialisation. L'industrialisation, c'est comment je sécurise une performance reproductible à mon client et sécurisée à mon client. Et en fait, pour faire ça, on va s'appuyer sur la standardisation qui est vraiment le moyen, le levier pour réussir ça. Voilà. D'accord. Plus précisément, on a une question là, je ne les prends pas forcément dans l'ordre, mais par rapport au sujet. Entre le 2D ou le 3D, à votre avis, là je pense que c'est quelqu'un qui pense notamment aux panneaux ossature bois. Est-ce que l'une des deux approches s'impose dans le domaine de la standardisation, de la préfabrication? Là, on parle de réhabilitation. Donc le 3D, j'imagine qu'on parle de 3D volumétrique, c'est-à-dire des blocs volumétriques. Les modules, ouais. Les modules, donc c'est plutôt pas adapté à la réhabilitation. Hein. Ça peut être, on peut créer des extensions, des surélévations. Là, ça peut être intéressant. Mais à mon avis, c'est pas trop adapté à la préfabrication, sauf pour ce qui concerne justement les modules énergie. Dans la réhabilitation type Energy Sprong, on va plutôt travailler sur du 2D, des façades qu'on va venir rapporter en mur, en toiture. Là, si on veut parler juste une seconde du 3D volumétrique, le 3D volumétrique se développe beaucoup aujourd'hui plutôt sur de la construction neuve. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de faire un maximum de transfert d'heures du chantier vers l'usine. C'est ce qui on va réussir à faire jusqu'à 60-70% d'heures dans l'usine et du coup beaucoup moins sur le chantier. Donc ça nous permet de travailler dans de meilleures conditions, de mettre des outils de production qu'on ne peut pas mettre sur le chantier et de réduire considérablement les nuisances sur le chantier. C'est pour ça que la 3D volumétrique se développe beaucoup aujourd'hui, mais pas trop adaptée à la réalisation. Oui, comme le dit Pascal, en fait, tout dépend des objectifs qu'on cherche. En fait, effectivement, dans le module 3D, le sujet de la logistique après est très important. Donc, tout dépend des objectifs qu'on cherche et justement de la construction des coûts que l'on a, en fait.
D'accord. Si on en vient effectivement, la question m'a été précisée, il s'agissait d'une question sur la construction neuve. Mais effectivement, si on en vient à la réhabilitation, qui est le sujet quand même du club, quelles seraient selon vous les difficultés techniques majeures pour une standardisation des projets de rénovation énergétique? C'est une question qui est posée par une participante, notamment pour tenir compte de l'architecture existante. Plus largement, est-ce qu'il y a des typologies de bâtiments à réhabiliter, plutôt pour des raisons énergétiques, mais peut-être aussi pour d'autres raisons, qui se prêtent plus ou moins à une standardisation des solutions? Alors, j'ai une phrase en tête de Patrick Rubin, architecte, qui un jour lors d'une conférence disait: pour pouvoir réhabiliter un bâtiment, encore faut-il que ce bâtiment soit aimable. Et j'aime beaucoup l'expression. Il y a des bâtiments qui se prêtent bien à la réhabilitation, il y en a d'autres qui s'y prêtent beaucoup moins. Bien sûr, on doit avoir une grande attention aux bâtiments. Il y en a qui vont être assez simples, d'autres qui vont être beaucoup plus complexes. Ensuite, quand on a déterminé qu'un bâtiment était assez simple à réhabiliter, parce que par exemple il n'y a pas trop d'accidents partout, il n'y a pas trop de choses qui dépassent, eh bien ce qui peut être intéressant à standardiser, par exemple, ce sont peut-être les processus de comment est-ce que j'appréhende une opération immobilière, et comment est-ce que je vais pouvoir imaginer tout mon processus avec quelque part inscrire un processus dans une méthodologie standard, par exemple de méthodologie pour faire des relevés de cotes, peut-être avec un relevé par scan ou par photogrammétrie, puis comment je réussis à partir de ça, de ce nuage de points, à le basculer peut-être avec des automatismes dans un logiciel de dessin, etc. Donc c'est quelque part, on peut réussir à, même si les bâtiments sont différents, on peut réussir à standardiser les processus et peut-être également standardiser les produits. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'une façade va avoir des éléments invariants qui vont permettre qu'on va retrouver tout le temps, et puis des parties variables, comme par exemple la finition ou l'épaisseur, qui va nous permettre de nous adapter le plus possible aux différents cas de figure. Ouais. En fait, effectivement, sur la part, pour compléter ce que vient de dire Pascal sur la partie produit, en fait, la standardisation, on peut la voir sur 3 volets. Ça peut être une conception modulaire, donc on assemble des modules, ça c'est typiquement ce que Pascal a présenté sur les écoles, c'est-à-dire qu'on a des petits modules et on arrive à les assembler. C'est une conception paramétrique, donc là c'est l'exemple que venait de parler Pascal, c'est-à-dire qu'on a des paramètres qu'on arrive à faire varier, mais sinon en fait on mutualise quand même les études, etc. sur une grosse partie, et puis après le dimensionnel peut être paramétrique. Et puis, ça peut être le 3e volet, c'est la diversité au plus tard. C'est-à-dire qu'on a une pièce et puis, par exemple, le bardage, on le fera au dernier moment. En fait, c'est aussi ce qu'on utilisait dans l'automobile. C'est la diversité, on la fait vraiment au plus tard dans le processus, mais tout le reste est standardisé. Tout ce qui ne se voit pas est standardisé. C'est les 3, sur la partie produit, ça peut être les 3 axes à développer. On appelle la différenciation retardée. Oui, c'est ça. D'accord. Si on vient plus peut-être sur des notions d'organisation de la filière, du coup, quels seraient un peu les enjeux, notamment que vous dites que la réhabilitation par des solutions standardisées dépendra surtout de standardisation des processus. Est-ce que quel impact vous voyez pour tous les métiers de la maîtrise d'œuvre, de la conception, les architectes, les bureaux d'études et les ingénieurs? Quelles évolutions pour leur métier? Alors, on en a parlé un peu avec Pascal, avec Estelle, etc. Le sujet de faire vraiment intervenir en amont conception les parties prenantes dans des démarches collaboratives, c'est vraiment clé pour réussir, pour la réussite. Et on a eu des débats récemment sur la loi MOP, etc. Enfin, les marchés publics. Il y a des questions aussi sur les marchés publics. Quels modes de dévolution sont adaptés, ce qui rejoint d'ailleurs cette question. Ben, ceux qui sont adaptés, c'est ceux justement qui vont permettre de travailler en collaboratif, comme les contrats de performance par exemple, comme les conceptions-réalisations. Mais vraiment, le gros changement, il est là, c'est de vraiment travailler en collaboratif,
Dominique l'a dit tout à l'heure, qu'on veut faire une Logan avec l'usine qui est en Roumanie, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre le bon niveau de prix. Et cette usine en Roumanie, elle possède une typologie de presse, donc on va concevoir notre voiture pour que le capot il passe dans cette presse. Et quelque part, nous, quand on est dans une démarche bâtiment, on va faire une conception sans forcément connaître l'outil qui est derrière, et du coup, on ne va pas l'utiliser le mieux possible. Donc, le travail collaboratif, c'est très riche d'ailleurs, et on sait tous le faire, on l'a tous fait dans nos métiers du bâtiment, c'est on se met autour d'une table et on dit tiens regarde comment est-ce que toi tu ferais ça avec tes outils, etc. Et finalement on va se rendre compte qu'on est capable de dépasser les limites qu'on se fixe habituellement. D'accord. On a différentes questions là qui reviennent plus peut-être sur votre. Merci pour ces réponses, qui reviennent plus sur vos présentations. Ouais. Des questions particulières. Vous parliez tout à l'heure d'écoles modulaires en Angleterre. Vous disiez qu'un gros travail avait été fait sur les usages pour en arriver à des solutions standardisées. Est-ce que vous pouvez donner des exemples des usages justement permis, facilités par ces types de conception? Oui, un exemple assez amusant, ils se sont par exemple rendus compte que le réfectoire était quelque chose de finalement très peu utilisé dans une école. Et ils ont finalement décidé d'utiliser la salle de sport comme étant réfectoire. Donc en fait, on a une cuisine qui donne dans la salle de sport, qui est fermée avec un rideau de fer. Et puis quand arrive l'heure du déjeuner, ils viennent déplier des tables et des chaises à roulettes, ça se déplie en 10 minutes, ils déploient le réfectoire dans la salle de sport et on ouvre le rideau et là on a des cuisiniers qui font vraiment la cuisine pour les enfants. Et donc, on a mutualisé les espaces, par exemple. D'accord. C'est très, très intéressant. Et puis, une autre question sur les investissements, notamment d'Urban Splash, Swan House, enfin, les différentes industries qui ont investi dans ce domaine. Quels sont les niveaux? Quel est le payback et comment sont-ils financés? Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Alors en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des investissements qui sont en train d'arriver dans le monde de la construction hors site, des investissements lourds, qui viennent plutôt, d'ailleurs pas tellement du monde de l'immobilier et du bâtiment, qui viennent plutôt de la tech ou qui viennent plutôt de la finance. Donc il y a des chiffres très importants, je citais Catera tout à l'heure. Mais il y a plusieurs usines qui sont en cours de développement, beaucoup en Angleterre, en Scandinavie, etc., où on voit des investissements de l'ordre de 100 millions, par exemple, d'euros, et qui arrivent avec le monde de la finance ou le monde de la tech. Donc ça, ce sont des gens qui font le pari du développement de la construction hors site dans les années qui viennent. Il y a eu plusieurs rapports qui nous disent que ce marché va se développer d'une manière très très importante, notamment un rapport de McKinsey qui nous dit que la construction hors site devrait atteindre 130 milliards de dollars à horizon de 2030, ça veut dire dans 10 ans, alors qu'on est à moins de 10 milliards aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a des potentiels excessivement importants. De développement. Et on voit surtout de nouveaux modèles économiques arriver qui disruptent finalement le modèle traditionnel où on a une segmentation avec un maître d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, des entreprises, etc. On voit des entreprises intégrées comme Catera, mais on voit aussi des entreprises qui vont travailler en mode collaboratif et qui sont capables de faire des associations intelligentes, efficaces, finalement pour travailler tous la main dans la main. Et ce qu'on voit aussi arriver de plus en plus, c'est une vision des opérations en coût global. C'est-à-dire qu'on a traditionnellement l'habitude de faire le comparatif entre des solutions traditionnelles et des solutions industrialisées ou préfabriquées. Et finalement, la première question qui est posée, c'est est-ce que ça coûte moins cher ? Et quand on dit est-ce que ça coûte moins cher, on compare toujours à une chose qui est le coût construction. Or, aujourd'hui, tout le monde sait, il y a des moteurs de calcul du CSTB qui existent, qui nous font la démonstration que si on prend une opération sur 30 ans, le coût construction ne représente que 20% du coût global. Et le système dans lequel on est
nous pousse à construire le moins cher possible. Donc ça veut dire qu'on va tirer le coût de construction vers le bas. Le tirant vers le bas, on va tirer la qualité vers le bas et donc on va hypothéquer l'avenir du bâtiment pendant toute son existence. Et on va payer pendant très longtemps en termes d'entretien, en termes d'usage, parce qu'on a tiré très très bas sur le coût de la construction. Et donc il y a des gens qui commencent à penser en coût global et qui investissent plus au moment de la construction parce qu'ils savent qu'ils vont gagner pendant toute la durée de vie du bâtiment. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir des noms un peu d'acteurs européens ou français qui sont en cours d'industrialisation de solutions, particulièrement pour la rénovation? Alors on a cité les exemples aux Pays-Bas, de RC Panels ou le module énergétique. Oui. Est-ce qu'il y a des acteurs actuellement dont vous avez connaissance qui sont publics, hein, en France notamment? Il y a beaucoup d'acteurs. En France, il y a notamment tous les acteurs de la construction bois qui sont en train d'aller vers le marché de la réhabilitation. Clairement, ils sont tous capables de fabriquer des ossatures. Il faut qu'ils apprennent par contre à être plus efficaces, à améliorer les coûts. Et ça, c'est vraiment le travail de l'industrialisation, de la standardisation qui peut le permettre. On a aussi des acteurs comme Profil, par exemple, sur les systèmes de box énergie qui sont en train d'arriver. Et puis, on en voit effectivement se développer un peu partout dans le monde. Il y a des endroits où il y a des systèmes, par exemple pour les façades, qui se développent aussi autour de la structure métallique. C'est pas trop le cas en France, mais il y a beaucoup de pays où la structure métallique est en train de pas mal se développer. Et on voit aussi beaucoup de préfabricateurs arriver, notamment en Angleterre, ils commencent à être assez nombreux, et qui vont préfabriquer tous les systèmes de modules énergie, de gaines techniques préfabriqués, etc. D'accord. Alors, tout à l'heure, on n'a pas eu tout à fait la réponse. Il y a une nouvelle question encore sur comment les architectes sont attendus dans la démarche. Oui. Alors, la question, je pense qu'elle est à la fois pour vous, mais aussi pour en général la démarche Energy Sprong. C'est une question qu'on a de façon récurrente dans les ateliers qu'on fait avec les professionnels. Effectivement, se poser la question, voilà, par exemple, dans quelle mesure l'industrialisation à l'échelle du bâtiment ne s'éloigne pas d'une architecture bioclimatique intégrée dans un site précis à des usages spécifiques sur mesure. Et puis de façon aussi plus poétique peut-être. Est-ce qu'on n'est pas en train d'uniformiser la production architecturale avec ces solutions-là? Eh bien, surtout pas. Il faut bien sûr qu'on soit capable d'être tout ce que vous avez dit, bioclimatique, biosourcé, tout ce qu'on a envie de faire. L'architecte, il a un rôle important dans justement son appréhension du programme sur lequel on va travailler et de faire que le produit final va être un produit juste fantastique pour les gens qui vont l'habiter et puis pour tous les voisins et pour la collectivité. Mais l'industrialisation ne va être qu'un outil au service de ça, ne doit être qu'un outil au service de ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait vraiment un travail de collaboration. Il faut qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait un échange avec ceux qui vont réaliser le travail derrière, pour en tirer le meilleur jus quelque part. Hein. Ce qui marche pas, c'est que on a un concepteur qui conçoit quelque chose et puis qui ensuite va lancer une consultation et un appel d'offres. Et celui qui finalement va répondre à l'appel d'offres va avoir finalement deux choix. C'est soit de remettre en question tout ce qui a été pensé avant, soit d'adapter son outil à ce qui a été pensé. Dans les deux cas, c'est une perte de temps et d'énergie considérable. Donc c'est vraiment ce travail collaboratif, d'osmose, où on a envie de faire les choses ensemble. Ouais. Et je rajouterais que le rôle de l'architecte, il est clé pour la connaissance des usages, hein, puisque c'est lui qui va effectivement être porteur de ce sujet de l'usage. Et puis, je rejoins, en fait, il y avait un architecte qui était intervenu au colloque à Batimat qu'avait organisé Pascal, qui expliquait que finalement son rôle effectivement avait changé, mais que
il devenait créatif avec les standards qui lui étaient imposés, un peu comme Mozart avec le solfège. Il a un standard, il l'utilise, mais ça ne l'empêche pas d'être créatif. Et j'avais bien aimé en fait cette intervention qui était à la fois sur effectivement leur rôle se recentre sur les usages et sur comment je reste effectivement créatif avec des standards qui sont mis à ma disposition. C'est ce qu'on. Là, leur rôle est critique pour le coup. Ça. Tu parles donc de Rory Bergin de l'agence HTA, qui sont vraiment les plus grands spécialistes aujourd'hui de la construction modulaire. Et en fait, ils se sont intéressés à la construction modulaire, et j'aime beaucoup Rory Bergin quand il nous explique ça, parce qu'ils en avaient marre finalement de ce qui se passait. Ils en avaient marre d'avoir des chantiers qui marchent jamais. Ils en avaient marre de se battre avec leurs clients, de se battre avec les entreprises. Et ils avaient franchement l'impression de dépenser leur temps et leur énergie au mauvais endroit. Donc ils se sont dit, il faut qu'on arrive à mettre notre énergie au bon endroit, arrêtons de réinventer tout le temps, essayons de trouver une démarche beaucoup plus structurée. Ça fait maintenant 10 ans que ça marche. Ils font des opérations qui, en termes d'architecture, sont juste géniales. Et ils ont retrouvé, un, le plaisir de faire leur métier, et deux, une très belle rentabilité pour eux et pour l'ensemble des acteurs avec qui ils travaillent. Ils nous disent, par exemple, que quand ils font le comparatif entre une opération modulaire réalisée de cette manière-là et une opération traditionnelle classique, leur gain de productivité à eux, en tant qu'architectes, c'est 70%. C'est juste considérable, parce qu'à un moment donné, ils ont accepté ce vilain mot qui est le mot standard. Alors, oui, alors on a des remerciements pour vos propos. On a aussi des questions sur justement comment développer ces partenariats de façon concrète. On parlait tout à l'heure des marchés de dévolution de marchés publics. Est-ce que seuls les marchés globaux, à votre sens, sont adaptés, ou est-ce qu'il y a notamment dans le cadre de marchés publics évidemment, notamment Energy Sprong, en tout cas appliqué au logement social. Est-ce que selon vous, il y a, a priori nous dans la région, ça serait le marché global de performance qui serait retenu? Est-ce que c'est le seul qui est employé, ou est-ce que d'autres types de marchés, notamment dans le cadre de la loi MOP par exemple, pourraient permettre une forme de standardisation, d'arrivée de solutions industrielles sur le marché? Avec la loi MOP, c'est vraiment difficile, parce que l'objectif de la loi MOP, c'est de tout découper en rondelles et d'aller chercher finalement le moins disant dans chacun des lots. Donc c'est assez difficile. On essaie de le faire parfois en faisant des macro-lots. Donc ça peut arriver, c'est possible, mais c'est quand même pas le plus simple. C'est beaucoup plus simple en faisant de la conception-réalisation, en faisant du contrat de performance, en faisant pourquoi pas du PPP, mais vraiment plutôt aller vers des approches conception-réalisation. D'accord. On a des questions aussi plutôt techniques sur les solutions mises en œuvre dans le cadre de la démarche Energy Sprong pour atteindre le niveau énergie. Alors on n'en est pas encore tout à fait là, en tout cas sur la France, puisqu'il n'y a pas encore énormément mais peut-être qu'on peut répondre très rapidement. Je ne sais pas si Estelle souhaite s'exprimer sur le sujet, ou est-ce qu'on en reparlera peut-être plus Enfin, il y a déjà plusieurs, dans le cadre de nos ateliers, plusieurs retours d'expérience qui ont été faits sur des solutions avec façade préfabriquée, toiture préfabriquée, module énergie industrialisé. On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans votre présentation. Donc là, effectivement, on a présenté donc Factory Zero, qui a vraiment fait un gros travail de conception sur la partie équipement énergétique, et donc vraiment ils ont pris du recul sur quel était le besoin in fine, donc le besoin d'aller plus vite sur chantier, le besoin de réduire les coûts sur toute la partie de 30 ans de garantie de performance, et donc ils ont travaillé sur l'accès aux équipements depuis l'extérieur, ce qui permet de ne pas avoir le locataire qui soit présent pour réaliser les opérations de maintenance, donc ce qui réduit fortement les coûts d'intervention. Et ils ont travaillé sur ce module qui peut être industrialisé au niveau de sa fabrication.
Donc là, il y a ce gros travail qui a été fait. Effectivement, on l'a vu aussi sur les façades. Et là, dans le cadre du concours d'innovation Énergie Sprong, on a établi plusieurs catégories, donc à la fois sur des bâtiments collectifs et sur des maisons individuelles, pour développer en France ce type de solutions qui sont vraiment adaptées à de la rénovation énergétique. Donc je vous invite à aller sur le site du concours d'innovation. Je vais vous mettre le lien dans la conversation pour pouvoir voilà, voir un peu ce qui a été proposé dans le cadre de ce concours d'innovation, dont la remise des prix du concours a été décalée du fait de la situation sanitaire actuelle et qui devrait avoir lieu début septembre, et vous allez tous recevoir une invitation sur le sujet. Donc vous pourrez venir découvrir les prototypes des entreprises qui ont participé à ce concours d'innovation. Et on lancera également une saison 2 du concours pour pouvoir continuer le développement de ces solutions standardisées, industrialisées et pour adapter pour la rénovation énergétique. Alors, il y avait encore beaucoup de questions. Je suis désolé, on n'a pas pu traiter toutes les questions, notamment des questions sur les matériaux biosourcés, sur la place des industriels actuels de producteurs de matériaux. Bon, on doit arrêter parce que ça devient long et on ne peut pas rester attentif trop longtemps derrière son ordinateur. Je précise, Estelle, on diffusera la présentation? Ça sera possible, Oui, Pascal? on va diffuser le support de présentation. On va également mettre à disposition ce webinaire qui a été enregistré. Et on va voir pour faire un document avec les réponses aux différentes questions qui ont été posées et pour lesquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Ouais, d'accord, il y avait des questions très précises, oui, qu'on n'a pas pu tout traiter. Je voulais aussi rappeler donc la prochaine date, le 29 avril à 14 heures, sur le thème plutôt de la préparation la préparation au chantier et la mise en œuvre. Donc, tu peux préciser, Estelle, peut-être les interventions Effectivement, donc là, vous avez vu comment on conçoit une solution qui est standardisée et qui est industrialisable. Et là, on va voir comment justement l'appliquer à un bâtiment existant. Donc, comment on va venir justement faire ces modélisations 3D de mon bâtiment existant, préfabriquer sur mesure par rapport à ce bâtiment-là mes solutions, et ensuite les mettre en œuvre, et comment également je prends en compte le locataire sur toutes ces phases-là, puisqu'on est sur site occupé. Et donc, comment j'intègre le locataire de ces bâtiments existants dans cette phase de rénovation du bâtiment. Bien, merci pour ces précisions. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci pour les messages nombreux qui ont été mis, notamment de remerciements. Voilà, c'était un peu une première sur ce sujet de traiter ce sujet à distance. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation du confinement dans les meilleures dispositions possibles. J'espère que vous vous portez bien tous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir Merci à tous, au revoir. Au revoir.